Hello, hello, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que ça va. Alors pour ceux qui ont déjà dîné, Psahatkom, pour ceux qui n'ont toujours pas dîné, ben écoutez, j'ai envie de vous dire, ça peut attendre, que ce qu'on s'apprête à faire est bien plus intéressant. Donc je me présente, je m'appelle Mina Bouchra, étudiante en troisième année médecine, membre du club WeMed. Donc ce club qui vous a habitué à ces séries de vidéoconférences qui, je dois l'avouer, étaient purement scientifiques dernièrement. Donc afin de se faire pardonner, le club s'est dit que pour une première, donc pour ce premier live culturel, il allait sortir le grand lot. Et ce grand lot n'est autre que l'illustre écrivain algérien, notre fierté à tous, Yasmina Khadra. Donc, que dire? Les anges meurent de nos blessures, qu'attendent les singes, ce que le jour doit à la nuit. Khalil, l'écrivain, l'imposture des mots. Donc, la liste est bien longue, hein, je pourrais rester là jusqu'à jusqu'à la nuit. Donc, dans d'autres circonstances, je vous aurais présenté l'invité en détail, mais ne nous le rend pas, hein, vous le connaissez peut-être mieux que moi. Donc, sans plus trop tarder, mes chers amis, mesdames, messieurs, avec nous ce soir, Yasmina Khadra. Bonsoir. Bonsoir. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Rabbi. Alors, ça va, vous avez dîné? Oui, bien sûr. Super. À mon âge, il faut dîner à un certain moment et voilà. C'est vrai, c'est vrai. Alors, avant de commencer, je tenais au nom de tout le club à vous remercier pour cette magnifique opportunité que vous nous faites. Donc, vraiment, très grand merci à vous. Voilà, c'est un honneur pour nous de vous avoir. C'est un devoir. Moi, je suis toujours prêt à aider les jeunes de croire dans leur potentialité, dans leurs rêves, dans leur combat. Voilà, je crois que c'est mon rôle, après tout. Alors, je ne comprends pas pourquoi je dois en permanence m'adresser aux jeunes du monde entier, pourquoi pas à nos propres enfants. Donc, voilà, c'est un devoir pour moi. Super, merci. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Hein, je suis prête. J'ai mon petit cahier ici. On commence. Pas de problème. Alors, la première question. Dans votre livre, L'imposture des mots, dans lequel vous exposez votre désarroi d'une façon très surprenante, alliant humour et franc-parler dans un tableau à la réalité mythifiée, on prend conscience du dur combat que vous avez mené depuis la publication de votre livre, L'écrivain, et la révélation de votre vraie identité. Donc déjà un combat contre les médias et le public, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est le combat qui était plus intime, confrontant l'écrivain et le commando Moulessoul. Donc j'aimerais qu'on retrace ensemble cette période clé de votre vie, mais pas que. Donc j'aimerais qu'on remonte un peu plus loin dans le temps, depuis la germination de cette plume, la naissance d'un rêve d'enfant et par la suite sa concrétisation. Allez, on y va. Écoutez, l'imposture des mots, beaucoup de mes lecteurs me l'ont reproché. Ils m'avaient dit que je n'avais pas besoin d'écrire ça, ce livre. J'avais fait la preuve de ce que je pouvais donner comme générosité et le reste, bien sûr, il y aura toujours des gens qui ne seront pas tellement ravis d'apprendre qu'un militaire algérien puisse avoir une telle audience dans le monde. Mais moi, à l'époque, j'étais dans une sorte d'inadvertance, j'étais dans la naïveté, parce que je ne connaissais pas ce milieu. Pour moi, je l'avais tellement idéalisé que je ne pouvais le concevoir que comme le socle de tous les mérites, de tous les talents, de toutes les compréhensions. Et j'étais loin de soupçonner un seul instant qu'un être éclairé puisse se nourrir de clichés. Donc, moi, j'étais tellement confiant, mais c'est une épreuve qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. La preuve, ma femme me disait toujours, si on avait continué de t'encenser, qu'aurais-tu écrit après? Elle a raison. Il te fallait cette espèce de rejet pour que tu puisses, t'armer de toute ta détermination et prouver à toi-même, pas aux autres, à toi-même que tu es capable d'aller le plus loin possible dans ta volonté de réussir et de concrétiser ce que tu as toujours défendu, c'est-à-dire ton propre rêve d'enfant. Donc, ça a été une expérience qui m'a beaucoup nourri. Je respecte, comment dirais-je, je remercie beaucoup mes détracteurs parce que sans eux, jamais je n'aurais transcendé. Tout à fait. C'est toujours comme ça.
Oui, c'est toujours comme ça. Donc, ça a toujours été un rêve d'enfant pour vous d'être écrivain. Ouais, c'était peut-être même plus qu'un rêve, c'était une nature. Moi, j'étais né dans le Sahara algérien et vous savez que dans le Oui, Sahara, la poésie euh, s'empare d'un enfant au sortir du ventre de sa mère. Il y a quelque chose de magnétique dans le Sahara et ce magnétisme, justement, nous interpelle au plus profond de nous-mêmes et nous permet de regarder le monde d'une façon assez mystique. Nous sommes oui, presque des gens mystiques dans le Sahara. C'est pour ça que la pauvreté n'a jamais réussi à nous détruire. Nous avons vécu dans l'indigence, dans l'isolement absolu, dans la nudité, et pourtant, nous enrichissons chaque chose avec notre piété, avec notre générosité et surtout avec notre sagesse. Donc, moi, je oui. suis né avec ça. Je n'ai aucun mérite. Je n'ai aucun mérite personnel. Je ne fais que prolonger cette vocation que mes ancêtres avaient porté en eux depuis des siècles et des siècles. Mais en même temps, le hasard a voulu que mon chemin soit brutalement dévié vers une carrière que je ne soupçonnais même pas. C'est-à-dire que de l'enfant, j'étais passé à l'enfant soldat. En Oui, 1964, j'étais à l'école des cadets. Et là, peut-être que c'est aussi quelque chose de très utile à moi, parce que c'est dans des conditions de grande souffrance que l'on s'accroche véritablement à ses convictions. Ce sont les épreuves justement qui nous aident à forger davantage et à consolider davantage nos certitudes. tout Et à fait. voilà, je ne regrette pas de ce passage, mes 36 ans d'armée, parce que ils m'ont permis de rencontrer des êtres fabuleux et de me faire les meilleurs amis du monde. Vous savez, mes amis Oui, d'aujourd'hui sont mes amis d'il y a 55 ans. waouh, Et mashallah, ça n'a waouh. pas pris une seule ride. Et certains sont devenus des ingénieurs, d'autres des chauffeurs de taxi, d'autres des généraux, d'autres ils sont aux États-Unis, des savants et tout. Mais quand on se rencontre, on oublie tout ça. Je ne suis plus l'écrivain, je ne suis qu'un cadet parmi les cadets et un ami parmi les amis. Waouh, oui, oui. Quelle est l'ultime leçon que vous a inculqué votre parcours? S'il y avait une seule leçon à prendre. Il y a pas de leçon. La leçon, c'est vers la fin, c'est au crépuscule de notre vie. Lorsqu'on fera le bilan de ce que nous avons traversé, de ce que nous avons réussi et ce que nous avons laissé passer, à partir de ce moment, se pose véritablement une leçon de vie. Mais pour l'instant, nous sommes que dans le brouillon. Donc, on se cherche encore, même quelle que soit notre certitude, on reste quand même à la périphérie de toutes les vérités. C'est uniquement une fois vu, Tout à fait d'accord, oui, Dieu nous oui, prête vie, que l'on s'aperçoive, que l'on détermine véritablement l'être humain qu'on a été. d'accord. Alors, toujours dans l'imposture des mots, donc vous l'aurez deviné, c'est un de vos romans que je préfère. Bizarrement, j'adore ce livre-là. Donc, toujours dans l'imposture des mots, une idée simple mais très profonde. Vous aviez dit, tous les écrivains vont au paradis puisque vivants, ils portent l'enfer des hommes. Donc, Oui, oui, selon vous, absolument. bah, selon vous, qu'est-ce qu'un vrai écrivain? Ou si je devais reformuler ma question, en tant qu'écrivain vous-même, mais aussi en tant que consommateur, qu'est-ce que vous recherchez chez un écrivain? Eh ben, le talent, le génie, cette chose qui m'émerveille. Voilà, ouvrir un livre, pour moi, c'est ouvrir un monde, une fenêtre sur le monde, aller à la découverte d'autres personnages, d'autres cultures, d'autres civilisations. Voilà, et l'écrivain, il est là, c'est le meilleur guide. C'est le meilleur guide qu'on puisse avoir dans cette terre parce que beaucoup de gens pensent lire une Oui, histoire qui ne leur appartient pas et finalement, ils sont face à un miroir qui leur envoie ce qu'ils sont véritablement. Donc oui, voilà, on apprend beaucoup de choses sur les autres. Plutôt, à partir des autres, on apprend beaucoup de choses sur soi. sur nous-mêmes. Voilà, Oui, oui, bien sûr. oui. Et les écrivains, ben, peut-être que dans cette phrase, il ne faut pas oublier que c'était en 2002. Donc le livre a D'accord. été écrit vers la fin de 2001. Je venais à peine de quitter l'armée et l'Algérie, donc j'étais encore dans cette bulle un peu insidieuse, hein, Oui. qui me faisait croire que les écrivains sont je ne sais pas, une gente à part, quelque Une chose. sorte de prophète. Oui, oui, c'est ce que je pas prophète parce qu'on n'aura jamais la Oui, dimension bien sûr. de ces gens-là, mais je pensais que c'était des gens éclairés et par la suite j'ai découvert que dans ce milieu-là, il y a aussi des gens enténébrés. Oui, oui, c'est vrai. Alors, si je vous demandais vraiment arbitrairement, hein, arbitrairement de me donner trois,
3 œuvres qui vous ont marqué récemment. 3 coups de cœur. Les miens ou Oui, les vôtres. Non, pas vos livres. Des coups de cœur de d'autres écrivains. Oh, ben, bien sûr, il y a toujours Amin Malouf que je préfère à tous, à tous les écrivains vivants. Je suis en train de relire avec un bonheur mais incroyable Joseph Kessel. J'aime bien aussi. Je suis en train de relire La Steppe Rouge, c'est magnifique. C'est un recueil de nouvelles, mais d'une beauté, d'une force et je ne sais pas, d'une humanité incroyable. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Je suis très vieux, je reviens surtout. Mais non, mais non. Oui, je reviens surtout. Je suis en train de relire un petit peu ma littérature russe, celle de Sholokov, ce grand salopard, mais qui a un talent fou. D'accord. Alors, en parlant un peu de votre plume maintenant, si vous deviez décrire en quelques mots votre style, vraiment votre vision personnelle de votre style, qu'est-ce que vous diriez? Ah, c'est très difficile. Ce serait vraiment me faire taxer de mégalo. Je ne dirais pas. Moi, je pense que j'ai une chance inouïe peut-être, c'est de pouvoir trouver un style à chaque histoire que je raconte. Ce n'est pas le même style, c'est la même touche, mais ce n'est pas du tout le même style. Par exemple, vous lisez L'Imposture des mots ou vous lisez L'Olympe des infortunes et Kuzinka, mais vous mobiliserez les plus grands experts, ils vont vous dire que ce n'est pas le même auteur qui écrit. Donc, j'ai peut-être, grâce à mon amour indéfectible pour les lettres du monde entier. Donc, je crois que chaque écrivain m'a insufflé quelque chose, a construit une fibre sensible en moi. C'est pour ça que je ne peux pas, moi-même, je ne peux pas accepter de raconter une histoire différente d'une autre avec un même style. Je ne sais, les écrivains y arrivent parfaitement, donc il n'y a aucun problème pour eux. Mais moi, j'ai cette exigence d'aller encore au-delà du possible. C'est-à-dire essayer de prendre des risques. Je prends des risques. J'aime prendre des risques. C'est la seule façon pour moi de me dire si je suis en train de construire un roman aussi ou bien si je ne suis qu'un écrivain ordinaire. D'accord, d'accord. En écrivant, est-ce que vous êtes du genre à improviser au fil des pages ou est-ce que l'histoire elle est tout bonnement ficelée dans votre tête avant de commencer? Non, mais ce sont deux univers différents. Hein. L'imaginaire est une chose, l'écriture en est une autre. Bien sûr, comme avant de commencer tout ouvrage, j'ai l'histoire bouclée et tout, mais en même temps, quand je suis en train d'écrire, il y a cette langue qui intervient avec ses fulgurances, ses trouvailles, quelquefois, mais je ne change pas Donc la l'histoire. grande structure, les grandes lignes, elles restent les mêmes. Non, même pas l'histoire, parce que c'est une histoire qui tourne dans ma tête depuis très très longtemps. Le livre que je suis en train d'écrire, par exemple, aujourd'hui, et qui paraîtra, si je pouvais le finir comme je le souhaite, dans 2 ans, ben, c'est une histoire qui me hante depuis des années. Et toutes mes histoires, à part de rares textes comme La dernière du Raïs, c'est venu comme ça, spontanément, Khalil aussi, parce qu'il répondait à une colère que je ne pouvais pas digérer. Donc, quand je voyais de quelle manière les intellectuels étaient en train de défigurer l'image, par exemple, de notre religion, ou de quelle manière on juge rapidement quelqu'un, on le condamne et on l'enterre. Moi, je reviens et j'essaie de donner la parole à celui qu'on a exécuté sommairement. Vous savez, dans un tribunal, et à la fin, on vous demande si vous avez un dernier mot, mais là, quand on est dans l'exécution sommaire, on ne demande pas au sacrifié ou au supplicié son dernier mot, et c'est là que j'interviens. C'est là où j'essaie de lui prendre la perche afin qu'il dise ce qu'il avait à nous dire. D'accord, parfait. Alors, la question que je m'apprête à poser est assez spéciale, donc je vais m'attarder sur le pourquoi je vais la poser. Hein. D'accord? Donc, il va sans dire qu'écrire, c'est pas juste de l'encre noire qui vient s'étaler par paquet sur le fond blanc d'une feuille, c'est bien plus profond que ça. En écrivant, l'auteur insuffle une partie de son âme à son œuvre. Oui ou non? Vous êtes d'accord? D'accord. Donc, une partie d'âme qui peut-être brousserait le chemin vers son maître à la fin de la page, mais selon moi, c'est une partie d'âme qui reste à tout jamais égarée. Donc, à partir de cela, si je devais vous demander, parmi tous vos romans, quel est celui qui vous est le plus cher ou qui a une valeur assez spéciale par rapport aux autres? Et si ce n'est pas trop indiscret, pourquoi ce choix-là? Jusqu'à il y a quelques mois, juste avant de commencer le prochain, je crois que
c'est surtout Les Anges meurent de nos blessures. Mes trois romans préférés, ce sont un, Les Anges meurent de nos blessures, deux, Kuzinka, et trois, L'Olympe des infortunes. L'Olympe des infortunes. Voilà, ça, ce sont, pour moi, c'est ce que j'ai réussi de mieux. Même s'ils Mais n'ont vous pas avez dit connu... avant de commencer ce livre-là, donc est-ce qu'il les a détrônés ou pas, le prochain? Ah oui, de très loin. Sincèrement, Ah, d'habitude, quand on me posait la question, alors, comment sera votre prochain livre? J'ai dit, il sera moins bon que celui que vous êtes en train de lire. Mais pour la oui, première fois, je pense que si je continue sur cette lancée, parce qu'un livre, c'est comme un match de football, il n'est fini qu'au coup de sifflet final. tout à fait Voilà. d'accord. Tout à Donc, fait d'accord. mais pour revenir un petit peu aux écrivains, moi, je n'aime pas entendre ce mot. C'est un livre qui m'est tombé des mains. Je n'aime pas que tous les écrivains se donnent un mal terrible pour finir un livre. C'est pas facile d'écrire. Hein? Donc, tous Oui, les écrivains qui nous offrent quelque chose, il faudrait les respecter juste pour cet effort. Si le livre n'est pas bon, c'est pas grave. Ce n'est oui, pas grave du tout. Mais il faut comprendre que chacun n'a que le talent qu'il a. On peut pas, tout le monde ne peut pas écrire comme Dostoïevski ou comme Melek Haddad, c'est pas possible. Mais chaque écrivain, c'est une générosité qu'il va falloir respecter comme telle. Voilà, il faut tout à pas. fait. Oui. Voilà, Absolument. et surtout, il ne faut jamais juger un livre à partir d'un titre, parce que ça me désole vraiment. Un livre, c'est le titre, ce n'est qu'un clin d'œil. Mais ce qu'il y a derrière, c'est ça qui compte. Donc, Oui, moi, je suis très heureux de constater quand même qu'en Algérie, le livre revient et c'est un vrai bonheur pour moi. Le livre, ce doit être un outil quotidien, d'une tout à nécessité fait. absolue. Ça nous Oui. construit, ça nous permet de nous restituer, il nous restitue à nous-mêmes. Vous savez, quand vous êtes en train de lire, le monde s'efface autour de vous. Vous êtes avec Ah, vous, oui, avec votre oui, sensibilité, avec comment dire, votre coup d'œil, votre vigilance, votre intérêt. Et ça, c'est fantastique. La oui, oui. dernière fois, quand j'étais à Alger, c'était, oui, il y a 2 ans, j'étais vraiment très heureux de voir qu'il y a des foules autour de tous les écrivains. Tous les écrivains avaient Leur leur, moment de joie, on va dire. et ça protège un petit peu celui qui a un grand succès. Parce qu'à une époque, c'était très difficile d'être cette visibilité que certains commencent à trouver trop ennuyeuse. Donc maintenant, il y a un intérêt qui est diversifié et ça allège un petit peu le fardeau de la grande notoriété. Oui. Donc, vous avez dit que c'est le premier pour l'instant, c'est Les Anges meurent de nos blessures. Ah oui, Donc, je oui. reviens à ma question. Pourquoi ce choix? Pourquoi? Est-ce qu'il Je y a une ne sais raison pas, spéciale? je ne sais pas, j'ai aimé d'abord Oran. J'ai Oui. décrit Oran comme jamais. Donc, j'ai eu le temps de me documenter, contrairement à ce que le jour doit à la nuit. Ce que le jour Mhm. doit à la nuit, qui était une histoire qui tournait dans ma tête depuis les années 80. Mais Wow. donc, je l'ai écrit dans la foulée, puis ça s'inspirait un petit peu de l'histoire de mon père et tout. Donc, il y avait trop de facilité pour écrire cette livre. Il y avait beaucoup d'émotions assez saines et beaucoup de repères assez probants. Donc, je pouvais facilement déployer cet ouvrage je ne sais pas, comme une unité de combat pour aller à la conquête des cœurs et des esprits. Mais Oui, oui. avec Les Anges meurent de blessures, ça a été toute une création. Il me fallait revenir à Oran, aller dans ces ruelles, écouter les anciens Oranais, leur musique. Voilà. Et ça a été un grand voyage pour moi et un effort assez Qui a payé, hein? Un effort éprouvant. qui a payé. Ben, Voilà, c'est un non, très non, beau livre. non, c'est un livre qui a peut-être, c'est peut-être ça mon plus grand regret, c'est que ce n'est pas ce grand livre que j'aime qui a été le plus lu. Donc, il a été dépassé par beaucoup et de très loin par ce que le jour doit à la nuit, l'attentat, les hirondelles de Kaboul, les sirènes de Bagdad, tout ça. Et c'est dommage que les gens n'ont pas découvert ce livre. Vraiment, enfin, par rapport aux autres. Hein. Oui, oui, Mais oui, j'ai moi, je compris. suis très fier de ce livre, vraiment, je suis très, Ah, très fier. vous avez de quoi? C'est un très, très beau livre. Merci beaucoup. Franchement, c'est un très beau livre. Alors, la question suivante, donc vous l'avez dit, en Algérie, le génie ne brille pas, il brûle. Voilà, c'est une bien triste réalité. Et parmi ce génie algérien dont vous parlez, on retrouve une armada de plumes égarées.
Donc, des personnes qui ont juste peur de s'y mettre ou qui ont vu des circonstances, ont perdu toute foi pour commencer. Donc, en tant qu'écrivain algérien qui a réussi et qui est passé par là, quels seraient les conseils que vous donneriez à ces talents qui broient du noir? Aucun. 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 Pourquoi? Parce que quel était leur déboire et leur déconvenu, elles ne ressembleraient jamais aux miennes. Moi, j'ai évolué dans un milieu aux antipodes de la vocation d'écrire, dans l'armée. Et vous savez, j'étais pendant très longtemps un petit peu le fou du village. J'étais un peu la risée de tout le monde parce que tout le monde se construisait en tant qu'officier et moi, j'étais là à ramer pour écrire quelques textes qui n'intéressaient personne. Et puis, voilà le résultat. Je n'ai pas de conseil à donner à ces gens-là. Il faut qu'ils croient en eux. Il faut qu'ils croient en eux. Et s'ils sont capables de baisser les bras, autant baisser la plume avec. Mais s'ils veulent réussir, ils le réussiront. S'ils ont du talent, ils le réussiront. Je suis peut-être un exemple assez tangible. Oui, Malgré l'exclusion, par exemple, des institutions littéraires, malgré la bouderie des médias, que ce soit les médias algériens ou étrangers, malgré les calomnies qui ont accompagné ma carrière depuis 20 ans, malgré tout ce qu'on raconte, espion, celui qui n'écrit pas ses livres, c'est un plagiaire, antisémite, agent de la scientologie. Regardez, chaque fois je m'impose, parce que c'est moi le souverain. Et l'écrivain se doit être le souverain. Il faut qu'il se mette dans la tête qu'il est seul maître à bord, qu'il est une espèce de déité et que son univers, il est le seul à le créer et le seul à l'imposer. Bien sûr, je reconnais que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, il y a des milliers de livres, il y a des centaines, peut-être 1 million de livres qui sortent chaque trimestre. Et dans cette crue, il y a de superbes bijoux qui passent à la trappe. Parce que les médias n'ont pas le temps de lire et même lorsqu'ils écrivent des critiques, ils n'ont pas obligatoirement lu le texte. C'est qu'est-ce que tu penses de ce livre, comment tu l'as trouvé. C'est comme ça. Oui, il y a beaucoup de. Moi, j'ai lu par exemple des critiques sur mes livres et je comprenais que le bonhomme n'a jamais ouvert mon livre. Donc, mais il faut qu'il tienne le coup parce que nous avons besoin d'écrivains, comme nous avons besoin de champions. Comme nous avons besoin de comédiens, comme nous avons besoin de musiciens. Ce n'est pas les politiques qui forment les nations, ce sont les élites. Et les élites, j'entends par élite, ce sont les universitaires, les artistes, les athlètes, les comédiens, les poètes. Ce sont ces gens-là qui forment une nation. Ce sont ces gens-là qui font véritablement la fierté d'une nation. Vous savez, le plus prestigieux des prix, ce n'est pas le prix Nobel de médecine. Ce n'est pas le prix Nobel de la paix, c'est le prix Nobel de la littérature. Donc voilà, c'est la culture qui est le véritable miroir d'une nation. Si cette culture, elle est béquillarde, si elle chavire, si elle ne trouve pas sa voix, si elle ne trouve pas son espace, son audience, ben c'est toute une nation qui rame derrière. Et c'est grâce, regardez à titre d'exemple, la Colombie était en train de préparer la Coupe du monde du football dans les années 80, d'accord? Donc, elle avait déjà lancé des projets et tout, et d'un seul coup, il y a Garcia Marquez qui devient prix Nobel. Ils ont arrêté. On n'a plus besoin de la Coupe du Monde, ça y est, c'est fini. Voilà, mais pour cela, il faudrait avoir une certaine fierté. Il faudrait avoir une certaine volonté de bien faire. Il faut avoir le mérite de reconnaître le talent des autres lorsqu'on n'en a pas. Parce que c'est dans cette noblesse-là que l'on construit le cœur même, l'essence même d'une nation. Donc, c'est pour ça que quelquefois, je suis très désolé et navré d'entendre des choses qui sont d'abord fausses et qui semblent réjouir quelques-uns. C'est vraiment, c'est triste. On n'a pas 100 écrivains dans le monde. On n'en a pas. On n'a pas 100 champions du monde. Et pourtant, ce pays regorge de champions potentiels. Nous pouvons avoir des champions de boxe, des champions de karaté, je ne sais pas, ou de cyclistes, il n'y a plus rien. Donc, les gens qui essaient de garder cette flamme algérienne encore vivante, il va falloir non pas les respecter, mais au moins, ne jamais les agresser. Moi, ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas parce que justement, c'est quand on me pique que je deviens encore plus fou. C'est parce bien. Que, voilà, quand on ne veut pas reconnaître ça, je leur prouve qui je suis. Et chaque année, il faut que j'écrive quelque chose
qui ne ressemblent pas aux autres livres. Mais nous, Algériens, nous avons le devoir de croire en nous dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Parce que nous sommes, moi, j'ai été directeur du Centre culturel algérien et j'avais un gros problème. Il y avait tellement de talents que je ne savais plus comment programmer. Nous étions le seul centre culturel étranger en France à proposer au moins 3 à 4 événements par semaine, alors que tous les autres centres culturels ne proposaient qu'un événement toutes les 2 semaines ou tous les mois. Parce qu'on a un vivier extraordinaire et beaucoup d'Algériens semblent l'ignorer. Je ne dis pas tous les Algériens, mais beaucoup d'Algériens semblent l'ignorer. Et c'est pour ça qu'il va falloir se mobiliser pour le meilleur. Notre pays a traversé des moments très, très difficiles et il y a des gens qui n'ont pas hésité à donner ce qu'ils ont de plus précieux, leur propre vie, et à sacrifier ainsi leurs veuves et leurs orphelins. Et un minimum de respect pour ces gens-là, c'est de rester digne de temps en temps. Si on ne peut pas rester digne tout le temps, essayons au moins de temps en temps. Voilà, de temps en temps. Oui, oui, tout à fait d'accord. D'accord. Alors, donc la prochaine question, je vais la lire parce que je ne l'ai pas trop. Alors, la lecture et la littérature trouvent difficilement leur place dans notre société, chez les jeunes en particulier. Et ce, pour des raisons allant du manque de causeries littéraires aux libraires et maisons d'édition en rayon peu achalandés. Comment, selon vous, pourrions-nous raviver cette flamme chez nos jeunes? Je crois que la lecture, c'est une rencontre, c'est l'histoire d'une rencontre. Et ça commence, je crois, à l'école. Moi, j'avais mon fils, par exemple, quand il avait 13-14 ans, il était en train de négocier avec beaucoup de fureur sa puberté. Il ne lisait pas, il lisait uniquement les livres qui étaient imposés par le lycée. Malheureusement, c'était des livres qui n'étaient pas obligatoirement assez enthousiasmants pour une jeunesse. Alors, j'avais le plus grand chagrin du monde parce que parallèlement à lui, ses sœurs étaient boulimiques. Ses sœurs lisaient tout le temps. Vraiment, elles n'arrêtaient pas. D'ailleurs, quelquefois, je les grondais parce qu'elles exagéraient dans cette boulimie-là. Et je me suis dit, comment faire pour que mon fils puisse s'intéresser à la lecture? Eh ben, j'ai dit, il faut que ce soit une belle rencontre, une très belle rencontre. Je lui ai donné à lire Si c'est un homme de Primo Levi. Il a mis un mois pour le terminer. Et par la suite, on a discuté, juste pour lui dire que le livre, ce n'est pas seulement des histoires périphériques, mais ça peut parler de ce que l'homme a de plus farouche en lui, de plus bestial, de plus repoussant. Et c'est comme ça qu'il s'est éveillé à cette tragédie qu'il était loin de soupçonner, dont il était loin d'en soupçonner l'ampleur. Et par la suite, je lui ai donné à lire L'étranger de Camus pour qu'il puisse jeter un coup d'œil sur l'histoire de son pays, même si ce n'est pas une vraie référence. Pour moi, L'étranger n'est pas une véritable référence pour l'histoire de l'Algérie. Mais quand même, c'est un grand écrivain et surtout, il est écrit d'une manière magnifique et très facile, donc très facile d'accès. Il a adoré. Et par la suite, je lui ai donné à lire Garcia Marquez. C'était L'amour au temps du choléra et l'autre, je ne me rappelle plus. Et à partir de ce moment, c'était plus moi. Il était parti. Il était parti. Et maintenant, je suis très heureux. Il est tout le temps en train de lire voilà, de gros livres. On discute et quelquefois, il est tellement bien cultivé qu'il me met au pied du mur et il ne se laisse pas facilement intimider par moi, par ma notoriété. C'est merveilleux. Donc, pour que nos enfants puissent renouer comme leurs parents dans les années 70, tous les Algériens lisaient. Dans les années 70, les librairies étaient aussi assiégées que les salles de fête. Malheureusement, il y a eu cette rupture, plus de télé, plus de cinéma, plus de librairies, et petit à petit, ça a été la régression et le marasme et l'horreur qui a été engendrée justement par ce manque de rêve. Quand on manque de rêve, on est interpellé d'une facilité déconcertante par la violence, par la haine, par le rejet de l'autre. Et donc, voilà, mais je pense que pour nos enfants, il faut commencer à l'école. Et à partir du collège, il faudrait inviter les écrivains algériens à rencontrer leurs enfants. C'est très important. Oui, c'est très important. Moi, je suis vraiment triste de voir que nos enfants ne sont pas tellement considérés. Ils ne sont pas considérés comme des adultes ou comme les futurs, l'avenir de ce pays.
Oui, je vous assure que dans 80% des pays où je vais, je oui, rencontre des lycéens, des collégiens et des universitaires, des étudiants. Et c'est en dehors du programme. Par exemple, je suis invité au Japon ou bien au Brésil ou je ne sais quoi, je ne sais où, les gens me suivent et dès que je suis annoncé, il y a des professeurs qui me sollicitent. Est-ce que vous oui, pouvez pas, en marge de ce que vous allez faire dans tel festival ou telle rencontre, rencontrer nos élèves, mes élèves? J'ai dit OK. Donc, il c'est faut que l'enfant associe le livre à un être de chair. Il faut qu'il oui, entende un et qu'il va lui parler. C'est comme ça qu'on peut. Surtout, la concurrence est rude. Hein? La concurrence est terrible maintenant avec tous ces téléphones monstrueux qui nous isolent, qui nous fragilisent, qui nous déshumanisent, voilà, qui détruisent les familles. On est là à la maison, chacun il est avec oui, son... chacun dans son monde, tous dans Oui, la même pièce, mais personne donc avec l'autre. Oui, le livre peut rassembler ça. Donc il faut commencer à l'école et il faut aussi que nos écrivains y mettent un peu comment dirais-je, d'enthousiasme dans ce qu'ils font. Il faut arrêter les livres de protestation identitaire et tout. Il faut aussi savoir raconter des histoires susceptibles d'émerveiller, d'intéresser, de transporter nos enfants. Et c'est pour ça que j'ai toujours applaudi quand je voyais un livre illustré destiné strictement aux enfants. Je tire chapeau à ces oui, écrivains qui n'ont pas perdu de vue ce jeune âge, qui ne demande qu'à forcir qu'à s'instruire et à transcender. d'accord, super. Alors, on arrive à ma dernière question. C'était trop rapide, hein. Vraiment, c'était Ouais, rapide. Voilà. Donc, pour ceux qui l'ignorent, une pépite va voir le jour en août, le 20 août, bien sûr, c'est ça, je ne me ouais, trompe pas. Et ouais. ici même en Algérie, en septembre, aux éditions Casbah. Oh, il est bien plus beau quand on le voit comme ça. Voilà, Je donc c'est le pense. nouveau livre. Hein? Oui, oui, oui. Alors, c'est votre nouveau livre, Le sel de tous les oublis. Voilà, Ouais. donc je suis vraiment impatiente à l'idée de l'avoir entre mes mains et de le dévorer. Donc, avant de vous demander de nous décrire un peu, de nous parler un peu de vos personnages et de cette Algérie indépendante dans laquelle ils évolueront, j'aimerais qu'on s'attarde et qu'on consacre un temps nécessaire à ce magnifique et incroyablement incitatif titre qu'on a, Le sel de tous les oublis. Expliquez-nous. Ben voilà, c'est cet extrait d'une chanson. Ah, Oui, oui, c'était bon, d'une chanson d'un musicien aveugle qui a été, dont les yeux ont été détruits par le trachome et qui chante dans un petit bar resto de Blida. Donc, ah, Bida. mon personnage est là et sa femme vient de le quitter. Il est complètement en naufrage. Il commence à boire comme pour, euh, parce qu'il n'a pas le courage d'assumer ses propres responsabilités. Et à travers l'ivresse, il essaie d'oublier son incompétence à être un mari idéal ou un mari. On ne sait pas d'ailleurs. Il faut pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Sa femme D'accord, l'a on sait quitté pas, pour un on bar. sait Donc, il est là en train de se bourrer la gueule, comme on dit. Et il y a cet aveugle qui perçoit sa détresse, qui perçoit son désarroi et Oui, qui lui parle, il sait, peut-être qu'il entend les vers s'aligner les uns après les autres. Et, vous savez, on voit mieux avec le cœur qu'avec les yeux. tout à Et, fait, tout à fait. et lui, il lui demande s'il s'agissait d'une histoire d'amour, et l'autre, bien sûr, il dit de quoi je me mêle. Et le musicien lui chante cette chanson, et dans laquelle il y a justement ce passage-là, le sel de tous les oublis. Voilà. Il dit en quelque sorte, bon, je ne sais pas si le texte est toujours là, on va voir. J'espère qu'il n'a pas disparu. Hein? Attendez. Voilà ce qu'il dit le texte. Si ton monde te déçoit, sache qu'il y en a d'autres dans la vie. Sèche la mer et marche sur le sel de tous les oublis. Sèche la mer et marche, ne t'arrête surtout pas et confie ce que tu cherches à la foulée de tes pas. Voilà d'où. Très, très beau poème. Donc, quand vous Merci. avez dit sèche la mer, vous entendez par là les larmes, parce que vous n'avez pas dit Absolument, assécher. parce que c'est pas asséché.
Il y a dans le texte, il y a à un certain moment un autre personnage qui dit assécher la mer parce qu'il n'a pas compris de quoi cette histoire, le message que portait cette chanson. D'accord. Donc, tout se passe dans une Algérie d'après l'indépendance, une période Oui, dont vous n'avez jamais parlé dans vos livres. Oui, on est dans les années 1963. Et voilà, on est du côté de l'Afron, et puis on va à Blida, on va à Tiaret, on va dans le Ouarsonis. On va voyager avec ce bonhomme jusqu'à Sebdou. Mon personnage, il est complètement emporté par les vents contraires. J'aime bien cette formule, les vents contraires de l'errance, et il rencontre des Algériens de cette époque avec plein de rêves, peut-être plein de sagesse, parce qu'on était très sages, nous autres Algériens, dans les années 60. Vraiment, on était très, très sages. On était des gens construits dans la ferveur, dans l'idéal. On croyait encore à l'idéal à l'époque. Donc, et puis, il y avait cette sagesse qui était innée en nous, qui remonte d'un atavisme immémorial. Hein. Nos ancêtres ont été sages, nos aïeux aussi. Donc, mon personnage, c'est surtout les rencontres qu'il fait, mon personnage, qui sont intéressantes et que j'ai beaucoup aimé certains personnages, vraiment. Je suis, bon, les retours sont assez encourageants et j'espère que ce livre plaira à tous mes lecteurs. Moi, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. J'ai eu beaucoup de bonheur à écrire ce livre et quand j'ai ce sentiment d'avoir été au bout de mes efforts, ben, j'ai comme une espèce de confiance dans le lecteur, dans le partage avec le lecteur. Ah, écoutez, je suis impatiente à l'idée de le lire. Hein. Maintenant, on va voir un peu. Un livre, on ne peut pas le résumer. Même la quatrième de prouve. Et puis un livre, il faut le découvrir. Un livre, j'ai toujours conseillé à mes lecteurs de ne jamais lire de critiques parce que, premièrement, quelquefois, elles sont mal intentionnées. Quelquefois, elles ne sont pas justes. Quelquefois, elles sont objectives. Mais il ne faut pas, parce que dans ces critiques, quelquefois, on dévoile l'intrigue. On vous gâche le plaisir. Moi, je me rappelle, il y avait un roman policier et un critique, il a raconté la fin. Oh. Donc, qu'est-ce qu'on peut... Donc, il faut ouvrir un livre, il faut avoir confiance dans un écrivain. Ça ne coûte pas cher, un livre. Hein. Ça ne coûte pas cher. Oui, donc, mais ça peut apporter gros. Ça peut apporter gros. Donc, il faut faire confiance, il faut découvrir. On entre dans un livre comme dans un univers, dans un monde parallèle. Oui, et si on n'a pas des a priori, si on n'a pas déjà quelques repères, et si on est dans la curiosité la plus abyssale, on navigue à l'aveugle, quelquefois il y a des phares merveilleux qui nous signalent qu'un rivage fantastique nous attend. Vous savez, en disant ça, je me rappelle du dernier livre que j'ai lu. Je ne sais pas si vous connaissez John Steinbeck, À l'Est d'Éden. Voilà, c'est une... Qui c'est John Steinbeck. Ah, j'ai jamais entendu parler de lui. Steinbeck, Des souris et des hommes. Des souris et des hommes. C'est mon auteur préféré. Non. C'est l'un de mes auteurs préférés, John Steinbeck. J'ai lu pratiquement tous ses livres et j'ai eu la chance de vivre une époque où les librairies algériennes étaient aussi bien fournies que les librairies françaises. Donc, malheureusement, ce n'est pas le cas maintenant et j'ai vraiment de la difficulté à trouver ces livres sur Internet. Ah non. John Steinbeck, c'est une magnificence, c'est une... Absolument, je l'adore. Oui. À l'Est d'Éden, les Indiens. À l'Est d'Éden, voilà. Des souris et des hommes. Oui. Tendre jeudi, surtout quand ils parlent des petites gens, enfin, de ce qu'ils appellent eux les petites gens, les paysans, les gens qui sont complètement oubliés des saints et des hommes et qui sont là et qui deviennent d'un seul coup une légende, un conte, une histoire, voilà, une odyssée. Et c'est merveilleux. Oui. C'est ça, justement, la magie des écrivains. C'est ça, c'est pour ça que nous en avons besoin. Moi, quand je ne lis pas, je suis malheureux. Et puis, depuis cette malheureuse intervention chirurgicale, parce que j'ai raté un petit peu ma cataracte, ils se sont trompés sur les chiffres et j'ai comme une espèce de déséquilibre outrancier, vraiment, qui est très agaçant. Et quand je lis, au bout de 10 minutes, j'ai la tête qui chauffe, les yeux qui chauffent, et c'est malheureux. Mais avant, je ne pouvais pas m'endormir sans avoir un livre sur la figure. Ah ben on est deux, hein. On est deux. C'est bien, c'est magique, c'est magique. Oui. Alors, on va voir un peu les questions des abonnés. Voilà, je pense que je les ai ici, un instant.
Alors, alors ici, ils ont dit qui est 53, le narrateur de Kuzinka, son prénom. Pourquoi donc? Vous connaissez Mel Gibson? Oui, Ah ben, c'est 53. C'est mon ami, il est de Palikao, il est de Mascara. Et si vous avez vu, si vous, c'est un peu Mel Gibson, il était beau, il est toujours d'ailleurs malgré notre âge, mais avant c'était un petit peu, on était les meilleurs amis du monde, on l'est toujours, nous le sommes encore. Mais j'avais le malheur de sortir avec lui tout le temps, donc on allait du côté des lycées pour essayer de mater un peu les lycéens. C'était notre âge, on avait 16 ans, 17 ans, 18 ans. Mais malheureusement, avec lui, j'étais toujours son ombre. Toutes les filles ah, ne regardaient que lui. Moi, j'étais déclassé. Et voilà, c'est 53. C'est quelqu'un qui a accompagné ma vie et qui a été comme la majorité de mes amis, un grand soutien. Ce sont ces gens-là qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. d'accord. Alors, question suivante. Alors, les enseignants ne poussent pas les élèves à lire, ils se limitent aux livres du programme. C'est pour cela, nous avons des universitaires sans culture. Quel est votre avis à ce sujet? Non, il ne faut pas être aussi violent. Je ne pense pas parce que je rencontre beaucoup d'universitaires. C'est vrai Oui, que leur programme il est tellement chargé qu'il ne leur laisse pas assez de marge de manœuvre pour aller vers d'autres secteurs et tout. Et puis, on n'a pas une tradition livresque assez appuyée. Mais il y a maintenant, depuis quelque temps quand même, le livre commence à circuler. oui, Euh, oui, quand voilà, même. il faut encourager ça. Il faut pas, les professeurs font ce qu'ils peuvent faire, hein, et ils sont pas valorisés chez nous, les professeurs. Vous savez, j'aime bien prendre l'exemple de la Corée du Sud, où le professeur, c'est peut-être le plus haut fonctionnaire de l'État. Oui, c'est Le professeur, c'est lui qui tient entre ses mains l'avenir de toute une nation. Ils sont tellement bien rémunérés, tellement bien considérés que les élèves ne peuvent qu'essayer d'être dignes de l'enseignement qu'ils reçoivent tous les jours. Et nous, il faut tabler sur les professeurs, il faut pas les obliger à courir à droite et à gauche pour avoir un logement pour vivre à crédit. Il faut aussi savoir que ce sont les vrais bâtisseurs de la nation parce que les vrai. enfants qui sont entre leurs mains seront l'Algérie de demain. Voilà. Oui, Mais bon, c'est tout un programme. Il faut avoir le oui, courage de se poser les bonnes questions. Chez nous, on ne se pose jamais les bonnes questions. On est toujours à côté de la plaque. Je parle au haut niveau et oui. quelquefois, je me demande à quoi sert un ministère de la Culture si et sa première préoccupation n'était pas cette volonté, cette quête féroce du livre, de l'art en général. Voilà, il faut que ce soit une quête véritable. Il faut que ça commence par une quête et puis ça finit par conquête. Et lorsqu'on est dans la conquête, on est souverain, on avance et on découvre d'autres univers et on bâtit d'autres civilisations. Oui, oui, c'est vrai. Alors, alors, cette question, elle est assez longue, hein. Alors, est-ce qu'étant jeune, vous lisiez beaucoup en arabe? Car en vous lisant, je trouve un style arabe, car le style arabe est fort dans sa description et dans l'imagination. Ça, c'est la première question de la personne. Je réponds d'abord à la première question. Oui, je me suis arrêtée, après je... Ben, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, je ne lisais pas en arabe. Parce qu'il n'y avait qu'un seul livre en arabe, c'était Kalila wa Dimna. Il n'y avait pas de livre pour enfants écrit en arabe. Ah, Alors que les livres pour les jeunes foisonnaient. On avait la bibliothèque jaune, la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, bleue. On avait des livres illustrés, mais en français. Donc, ce n'est qu'à partir de la fin du collège que j'ai commencé à lire en arabe, parce que là, j'avais une espèce de petite maturité qui m'autorisait à ouvrir le livre d'un Tahsin ou d'un Naguib Mahfouz ou d'un Reda Hoho ou je ne sais pas, ou d'autres Rosafi et tout. Donc, je lisais. Mais j'ai toujours été comme je ne sais pas moi, il y a une sorte de magie qui s'opère et quand je suis en train de lire, je ne sais plus si je suis en train de lire en français ou en arabe.
parce que je suis emporté par le verbe de l'écrivain et seul le talent de l'écrivain m'ensorcelle. Donc, quelquefois, je ne sais plus si j'avais lu le livre en arabe ou en français. Oui, quelquefois, oui. D'accord. Alors, la deuxième question de cette même personne. Alors, donc, deuxième question qui m'a toujours gratté de savoir comment était votre enfance et où? Que preniez-vous comme aliment principal? Ah non, attendez. Alors, attendez, par exemple du lait, car vous avez une plume si légère qu'il ne pourra jamais atterrir. Vos livres, c'est des pièces théâtrales. Ah, quand j'étais enfant, je buvais beaucoup, je prenais beaucoup le Nestlé Ah, le... concentré, le Nestlé concentré, parce qu'à l'époque, il y avait une publicité qui montrait un enfant en train de boire ce lait-là et qui devenait fort. Et mon père, il m'apportait toujours le Nestlé pour que je devienne fort. Je crois que c'est ça qui Ça m'a a rendu. joué sur votre morale, oui. Mais pour l'anecdote, il y avait un jour un ami à moi que je salue au passage, qui s'appelle Galmi Abdelhafid, qui est à Tlemcen, qui a quitté l'armée très très jeune. C'était un génie précoce qui était tellement très en avance sur nous qu'il ne pouvait plus vivre avec nous, il est parti. Il est venu me dire, parce qu'il disait beaucoup aussi, il m'a dit, est-ce que tu sais que pour devenir intelligent, il faut sucer des allumettes? Non. Oui, oui, San Antonio, j'ai lu ça dans un livre. Et depuis, à chaque fois, je suçais tout le temps des allumettes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour, des gens n'en revenaient pas. Et je lui ai demandé, où est-ce que tu as lu quand même ça? Il m'a dit, dans San Antonio. Ah, et, et pendant, je vous assure, pendant une année, je n'ai pas arrêté de sucer des allumettes. Non. Oui, oui, absolument. Ah. Alors, Tellement c'est je ça le croyais secret, dans il le faut livre. sucer Tout ce des qui était dans le allumettes. livre, pour moi, c'était sacré. Tout ce qui était dans le livre était sacré. Wow. Ok. Alors, il y a une autre question. Est-ce que vous êtes satisfait du film Ce que le jour doit à la nuit? Écoutez, d'abord, c'est un grand honneur pour moi qu'un réalisateur adapte un de mes livres. C'est un grand honneur. Il ne faut pas être ingrat. Il y a eu quand même pas mal de friction entre moi et Arkady parce que le scénario qu'il m'avait proposé me déplaisait beaucoup et puis il avait pris des raccourcis et il avait fusionné certains personnages. Il ne s'est pas attardé sur Jinan Jato, alors Oui. que Jinan Jato, peut-être c'est la partie la plus importante du livre. Oui. Oui. Mais quand j'ai vu le film, j'ai été assez indulgent. J'ai beaucoup aimé ce film. J'en ai pleuré. Je l'ai vu 4 fois, j'ai pleuré 4 fois. Je l'ai vu quand il était en montage. Je l'ai vu quand il était en montage. Et lui, Alexandre, ma femme me disait qu'il t'observait comme ça. Il avait peur de ma réaction. Et puis, je me suis levé, on s'est embrassé, j'ai pleuré. Mais voilà, c'est un film. Il faut comprendre que ce n'est qu'une adaptation. Et l'adaptation d'un livre, ce n'est pas obligatoirement du copier-coller. Ça traverse aussi les filtres, l'appréciation, la sensibilité du réalisateur qui est lui aussi un artiste et il a sa propre façon de faire et d'adapter. Je crois que seuls les Russes adaptent fidèlement les œuvres de leurs écrivains. Peut-être parce qu'ils sont toujours dans une réglementation assez stricte, ils ont peur de fauter ou de prendre des libertés qui pourraient leur coûter cher, surtout du temps de Staline. Mais par exemple, moi, j'ai vu des films russes adaptés de romans que j'avais lus. Je vous assure qu'il m'arrivait de voir la virgule. Hein. C'était d'une belle fidélité, oui. Je vous donne un exemple très simple. Vous lisez Le destin d'un homme de Sholokov et vous voyez le film, c'est pas croyable, c'est à la virgule près. Donc, mais en même temps, ça ôte au réalisateur sa part, la liberté. Oui. non, sa sensibilité. Il est d'une compétence inouïe, mais il aurait aussi il aurait aimé mettre un peu de son sel. Et c'est ce qu'il faut respecter. Moi, par exemple, L'Attentat, c'est un film que j'ai trouvé bien réussi techniquement, mais qui m'a beaucoup déplu. Sincèrement, je l'ai dit à Doueri. J'ai vu Morituri, par exemple, l'adaptation de Morituri. J'ai été indulgent avec le réalisateur parce qu'il n'avait pas les moyens. Il avait 700 000 euros pour faire un film. Et bien sûr, ça s'est passé en Algérie. Il a rencontré beaucoup de problèmes. Mais ce n'est pas exactement ce que je voulais. En revanche,
Les Hirondelles de Kaboul, même si la fin n'est pas ce que j'aurais souhaité, parce que la fin de mon roman est très important, et puis ce qu'ils ont choisi comme finition a été un petit peu, comment dirais-je, expéditif. Mais j'ai aimé le film. Le film, il était bien. Voilà. Et ça a été un véritable bonheur pour moi de voir la première adaptation d'un roman algérien en bande dessinée. En film d'animation, c'est magique. Oui, super. Alors, il y a encore d'autres questions. Les Hirondelles de Kaboul, un chef-d'œuvre, un livre, un film, des bandes dessinées. Alors, dites-nous qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce livre? Oh, d'abord, en 2001, quand je suis rentré du Mexique en France, je voulais savoir si mes livres avaient touché les gens parce que j'avais du talent ou parce que c'était la tragédie algérienne qui interpellait les gens, qui avivait la curiosité des gens. Donc, Oui. j'ai dit à mon éditeur, voilà, je voudrais écrire autre chose que sur l'Algérie. Et je lui ai proposé au départ un roman sur l'Allemagne, parce qu'à l'époque, j'étais plus lu en Allemagne qu'en France. Et quand je Ah, faisais une tournée, c'est toujours au moins 11 villes d'une traite. C'était tout le oh, monde qui réclamait en Allemagne, hein. d'accord. Et puis, j'avais découvert cette Allemagne fraîchement unie. Donc, quand j'allais dans l'ancienne République démocratique, il y avait comme une sorte de marasme, comme il y avait encore les vestiges de cette police cruelle, envahissante, et de toutes ces privations de liberté, de toutes ces frustrations. Et j'ai voulu écrire un livre justement sur ça, un roman. Oui. Et il m'a dit non, c'est pas possible, non, non, il faut penser à autre chose et tout. Et je lui ai proposé l'histoire d'un Mexicain, d'un Indien mexicain que j'avais rencontré au Mexique et qui travaillait chez un restaurateur algérien au Ah, Mexique, et qui m'avait raconté une histoire extraordinaire, extraordinaire. C'est-à-dire, d'ailleurs, cette histoire, je l'ai écrite. Ce sera peut-être le ah, prochain roman, je ne sais pas, mais c'est fini, c'est une histoire qui est finie. Elle est inspirée, hein, elle est librement inspirée de l'histoire de cet Indien. Mais là encore, mon éditeur m'a dit non, c'est pas possible. Il voulait absolument que je revienne sur l'Algérie. Et moi, je tenais absolument à essayer de voir si j'étais capable de raconter autre chose que la tragédie algérienne. Et je lui ai proposé un livre sur l'Afghanistan. oui. Il m'a dit non. Mais il se trouve que ce jour-là, en rentrant à Aix-en-Provence où j'habitais, qu'est-ce que je vois le même jour à la télé, l'exécution d'une femme dans un stade, archi comble. Vous vous rappelez de cette scène abominable? Eh bien, je venais de l'Algérie quand même. Oui, oui. On avait traversé une décennie d'enfer. Donc, on a vu ce qu'on voit rarement ailleurs, comme atrocité, comme horreur, comme laideur, comme chagrin, Et pourtant, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas se familiariser avec l'horreur. Même si j'avais passé 8 ans en guerre, eh ben, l'horreur reste toujours quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. Et cette Ouais. femme, pendant toute la nuit, elle m'a hanté. Toute la nuit, elle était là. Elle tournait dans ma tête. Et c'est comme ça que l'histoire s'est construite dans ma tête. À 5 heures Donc, du matin, je me rappelle, j'ai réveillé ma pauvre femme, parce que moi, je n'avais pas dormi. Je lui ai dit, écoute, voilà l'histoire qui me tarabuste. Et je lui ai raconté un petit peu les grandes lignes. Elle m'a dit oui, oui. Je me suis levé, tout de suite, j'ai commencé à écrire ce livre. 4 mois après, j'avais terminé le livre. wow. Je l'ai envoyé à mon éditeur et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit alors, il me reste combien? Parce qu'il m'a dit, tu vas te casser les dents. Avec... je lui ai dit, il me reste combien? Il me dit quoi? Ben, dedans. Ah, il m'a dit, tu les as gardées toutes. Voilà, et c'est comme ça. Ah, Vous savez, j'écris en fonction quelquefois d'une préoccupation, en fonction d'une question, d'une interrogation qui me taraude, qui me hante, qui m'empêche de penser à autre chose qu'à elle. Et hop, ouais, ça vient comme ça. d'accord. Voilà, vous avez très bien répondu à la question. Merci. Euh, alors, comment peut-on expliquer ces statistiques en Europe? Ah non, attendez. Non, elle est partie la question. Attendez. Oui, oui. Comment peut-on expliquer ces statistiques en Europe? 40 livres par habitant. Dans les pays arabes, un livre pour 80 habitants arabes.
faut pas croire les statistiques. Oui. Faut pas croire. Parce que quelquefois, on essaie de nous déprécier, on essaie de nous envoyer au fin fond des abysses, on essaie de prouver au monde qu'on est des gens complètement déconnectés de la beauté des choses, des arts. Mais non, il ne faut pas oublier que les plus grands poètes de tous les temps, ce sont des poètes arabes. Oui, Aucun poète au monde n'arrive à la cheville d'El Moutanabi. C'est pour cette raison que je suis devenu romancier, parce que jamais je ne pourrais égaler le 1 millionième d'El Moutanabi. Donc, je suis devenu un romancier parce que je suis un poète disqualifié d'avance. Mais c'est vrai que on ne s'intéresse pas, on est beaucoup plus friand de poésie que de prose. Les Arabes lisent beaucoup, notamment dans le Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, ils lisent beaucoup la poésie. Attention, il y a des poètes. Moi, j'ai assisté une fois à un gala, comment on appelle ça, un récital, je ne sais pas comment on appelle ça, un récital de poésie. J'étais scotché. J'étais vraiment scotché. Il y avait un jeune, il devait au moins avoir 30, 35 ans, qui nous a fait, mais comme ça, dans cette spontanéité qui est propre aux poètes arabes. Ouais, ouais. Une soirée de tous les diables. J'étais émerveillé. J'étais complètement désarçonné par son talent, par son verbe, par sa force. Voilà, et peut-être qu'il ne s'intéresse pas beaucoup à la prose. Et puis, sincèrement, il y a comme une fracture entre nous, le Maghreb, et l'Orient. Oui, c'est vrai. Quand je vais en Orient, vous savez, c'est le seul endroit où je ne suis pas le plus lu. Je ne suis pas lu. Je suis même presque inconnu. Les gens me lisent en anglais, là-bas. Ils ne me lisent pas en arabe. Oui, oui, mais il n'y a encore pas beaucoup. Alors, ils ne s'intéressent pas beaucoup à ce que nous écrivons. Il faut écrire en arabe pour les intéresser. D'ailleurs, une fois, ils ont eu l'erreur de m'interroger en direct à la télé. Et à un certain moment, j'étais assez violent avec eux. Concernant justement cette écriture, je dis, est-ce que le talent arabe ou musulman ou berbère, il est traduit par une langue ou par le verbe? Moi, je ne crois pas dans la langue. Je ne crois pas. La langue, c'est une nature morte. La langue est une nature morte. C'est un outil de travail. C'est le verbe qui la ressuscite ou qui la vive ou qui la ravive. Voilà, donc c'est le verbe qui compte. Et c'est pour ça que il faut pas. J'entends beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais pourquoi il écrit en français? Ben, excusez-moi, mais sans la langue française, sans ce verbe que m'a permis de développer la langue française, ben, je ne serais pas connu aujourd'hui dans le monde. Il faut le reconnaître. On ne s'intéresse pas à nos écrivains. Il y a des talentueux, des écrivains formidables en Algérie qui n'ont jamais dépassé les frontières du pays parce qu'on ne s'intéresse pas à ça. Oui, c'est bien. Le plus important, c'est ce qu'on offre comme générosité. C'est je ne sais pas, cette formule magique qui permet aux gens d'oublier leur travers, d'oublier leur tracasserie et de se diluer dans un texte, de disparaître, de se retrouver dans un monde imaginaire qui devient pour eux la pure des vérités. Voilà, c'est ça la littérature. Quand je vais, sincèrement, quand je vais en Inde ou quand je vais au Japon, au Brésil, je rencontre des gens qui me parlent exactement comme des Algériens, comme des Français, comme des Allemands, parce que nous sommes tous des êtres humains et on peut toucher le pouls de notre humanité chez n'importe qui. Il suffit juste de prendre la main et de poser le doigt sur cette veine, sur cette fibre sensible qui vit en nous. Oui. Alors, un conseil pour une personne qui veut écrire un premier bouquin, s'il vous plaît. Je n'ai jamais demandé un conseil à un écrivain. Parce qu'il faut que les gens comprennent que la littérature, c'est l'exercice de notre plus profonde identité. C'est à travers un texte que l'on décrit véritablement quelqu'un. Le livre, c'est l'ADN de son auteur. Voilà. Et beaucoup de gens m'écrivent. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire, s'il vous plaît, ne m'envoyez plus vos manuscrits parce que j'en reçois tous les jours 4, 5. Et d'abord, je ne lis plus comme avant avec ce problème oculaire que j'ai. Et deuxièmement, ça me gêne beaucoup parce que je ne peux pas dire aux gens non. Je ne peux pas dire non.
Je sais que s'ils m'envoient leur manuscrit, c'est parce qu'ils m'apprécient, parce qu'ils ont confiance en moi, parce qu'ils m'aiment tout simplement. Oui. Moi, Oui. je vous assure, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est quelque chose qui me brise le cœur, mais je ne peux pas m'occuper. J'écris tout le temps. Il faut que je suis tout le temps en train de moi-même, en train d'essayer de peaufiner mes textes et tout. Et je n'ai pas cette force de continuer de lire. L'écran, il est là, il est grand, donc j'essaie de discipliner un petit peu mon énergie, mais je ne peux pas la dispatcher. Et je suis vraiment désolé pour les gens qui me sollicitent et que je ne peux pas, et que je ne peux pas honorer. Voilà. Oui. Et Je pense qu'il faut hein? J'ai oublié la question. Un conseil pour quelqu'un qui veut écrire son premier bouquin. Oui, il faut d'abord maîtriser la langue. Oui, c'est une base, ça. Oui. Parce qu'on m'a envoyé des manuscrits, déjà la première phrase est déjà... La littérature, c'est d'abord la souveraineté sur une langue. Parce que si on ne peut pas manipuler avec efficacité l'outil qui est entre nos mains, on ne peut rien faire. Oui, Je vous oui. donne un marteau-piqueur, vous ne savez pas comment l'utiliser, vous allez tout dévaster autour de vous. D'accord? Oui. Donc la langue, c'est aussi un outil de travail. Donc il faut maîtriser la langue. Et pour maîtriser la langue, il faut se référer à la grammaire, à la syntaxe. Moi, j'en fais, hein, je m'en fous. Quelquefois, je brise volontairement la syntaxe parce qu'elle casse la musicalité de mon verbe. Je veux que mon verbe passe avant les contraintes grammaticales. Ça m'arrive, Oui. ça m'arrive. Mais pour un jeune qui débute, il n'a pas droit, il n'aura pas droit à certains égards. Donc, il faut qu'il apprenne à mieux gérer, à mieux structurer son texte grâce à une langue qu'il connaît bien, très bien Oui. même. Et puis, il faut la persévérance. Oui, la persévérance est la clé de tout. Oui. Si je vous montrais mes nouvelles, mes premières nouvelles, c'était vraiment quelque chose d'assez modeste, d'assez maladroit, parce que le talent s'apprend aussi, et ça vient avec la persévérance, avec l'exercice permanent, avec cette rigueur qu'on s'impose, cette discipline qu'on s'impose, et cette volonté de vouloir avancer et de s'enrichir davantage. Moi, Oui. personnellement, jusqu'à maintenant, je ne pense pas avoir atteint le sommet. Et le plus grand drame, la plus grande tragédie pour un écrivain, c'est d'atteindre le sommet. Si on Oui. atteint le sommet, on est mort. Donc, on est comme, j'aime cette image de Sisyphe. On pousse ce rocher, on pousse ce livre jusqu'au bout, et puis c'est bien de dégringoler avec, de revenir à la case de départ, Et de recommencer. et de Oui. recommencer. Voilà, c'est Oui. comme ça. Il faut continuer. Mais ce que je dis à tous ces gens-là, il faut écrire, parce que ce n'est pas le rire qui est le propre de l'homme, c'est écrire qui est le propre de l'homme. On ne sait jamais, peut-être, il y a en chacun de nous, je le dis, je le répète, il y a en chacun de nous un talent qui s'en sommeille, un talent qui dort. Et c'est à nous de le chercher, de le titiller, de le réveiller et de l'accompagner jusqu'au bout. D'accord. Alors, je peux rajouter d'autres questions, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Non, il n'y a pas de problème. C'est un plaisir. Un plaisir partagé. Alors, j'aimerais savoir si vous avez une manière de vous mettre en condition pour écrire ou vous le faites au feeling. Et quels conseils donnerez-vous pour ne pas se perdre dans ses idées lors de l'écriture d'un livre? Moi, je n'ai pas malheureusement une discipline. Je jalouse un peu les écrivains qui sont très disciplinés. Ils se lèvent à telle heure, ils écrivent 2-3 heures et c'est tout. Moi, un vrai rituel. Je n'écris pas, mais quand je m'y mets, j'arrête pas. Je n'ai aucune espèce de réglementation. Je n'ai pas de code. Il n'y a pas de stop. Non, j'y fonce. Je peux écrire jusqu'à 10 heures par jour. Waouh. Jusqu'à 12 heures par jour, oui. Oui, je n'arrête pas. Je peux rester sur un même chapitre pendant plusieurs jours. Donc, je n'ai pas cette discipline. Mais c'est à l'écrivain lui-même de choisir, comment dirais-je, de choisir le mode d'emploi qui lui convient. C'est à chacun de nous de choisir la meilleure façon d'être à l'aise, d'être dans une sorte de sérénité pour bien écrire et pour bien, comment dirais-je, solliciter ses ménages. Voilà. Ouais. Pour ce qui est de l'autre, la deuxième question, c'était quoi? Pour ne pas se perdre dans ses idées quand on écrit. Il faut faire très attention à l'enthousiasme trompeur, fallacieux. Quelquefois, on écrit, on est tellement emporté par son lyrisme et on perd de vue l'essentiel. Et on s'égare, on s'éloigne. Il faut avoir une autorité
absolue sur son texte. Il ne faut pas laisser cet élan romantique ou cette poésie qui, dans ce qui vous ensorcelle, de vous emporter ailleurs. Il faut rester dans le texte. Moi, il m'arrive, bien sûr, dans la foulée, j'écris tout. Et par exemple, chaque livre, comme le sel de tous les, le sel de tous les oublis, j'ai Oui. lu, j'ai trouvé qu'il y avait, que le rythme n'était pas, était légèrement chahuté par certains passages. J'ai enlevé 50 pages. Waouh. 50 pages, c'est comme si je m'arrachais la peau. Mais j'ai dit, ça, c'est pour que le livre ait un rythme. Il faut que le lecteur, quand il ouvre ça, il n'a pas le sentiment de se fatiguer au fil des pages. Il faut qu'il soit emporté par le texte. Donc, à ce jeune qui écrit, il faut faire attention à ce lyrisme. Quelquefois, c'est comme un mirage qui vous cache l'oasis qui est l'essence de votre texte, qui est le socle de votre texte. Et ce mirage, bien sûr, ce n'est qu'une illusion d'optique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, oui. Oui. Alors, vous retrouvez-vous dans vos personnages car leurs histoires de vie sont tellement intenses qu'on se demande si c'est vraiment de la fiction ou est-ce un vécu? Non, moi j'aime mes personnages, bien sûr. Si je n'aime pas mes personnages, je ne peux pas les raconter. Oui. C'est comme dans la vie. Si vous détestez quelqu'un, vous ne pouvez voir ni ses qualités, ni sa bonté, ni sa beauté, rien. Vous êtes dans votre propre noirceur. Vous croyez le voir, mais finalement, vous n'êtes que contraint de vous diluer dans votre propre animosité. Vous n'êtes pas dans une logique, vous n'êtes pas dans l'objectif, vous êtes dans un marécage, dans un sable mouvant qui vous avale, qui vous détruit, qui vous éloigne de vous-même et qui vous rend étranger à vous-même. Donc, pour qu'un personnage vous livre tout, il faut l'aimer. Il faut lui faire croire que vous êtes son meilleur ami, son meilleur mentor, son meilleur écrivain du monde. Et c'est là où vous livre tout. Parce que pour moi, le personnage existe. Quand je crée un personnage, il cesse de relever de la fiction, il sort de ce monde parallèle et il se joint à moi et on discute et on se bat ensemble. Mais comme il sait que je l'aime, il me livre tout. Donc le personnage, d'ailleurs le romancier véritable, c'est celui qui construit un personnage. C'est ça le romancier. La différence entre un écrivain et un romancier, c'est le personnage. Si le personnage est crédible, l'histoire aboutira sans problème parce que c'est le personnage qui porte. C'est la crédibilité du personnage qui porte la crédibilité du texte lui-même. Donc, il faut aimer ce personnage et moi, je suis très heureux d'en avoir inventé quelques-uns qui sont devenus presque des personnes qu'on croise dans la rue. Vous savez, Jeanne, Les Agneaux du Seigneur, je l'ai écrit en 1993 et puis repris en 1995 pour l'envoyer à l'éditeur en 1996. Donc, il y a combien? Il y a 24 ans. Eh bien, écoutez, aujourd'hui encore, il y a des lecteurs qui me parlent de Zan. 24 ans après, ils me parlent de Zan. Et le Zan, il revient, il me dit la suite. Je veux savoir ce qu'il y a devenu de moi. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'était moi qui suis sorti vainqueur. Hein, c'est vrai que c'est un personnage bizarre parce que je l'ai détesté celui-là et je voulais m'en débarrasser à chaque chapitre. Je dis dans le prochain chapitre, il faut qu'il disparaisse. Je ne veux plus le voir. Soit il tombe dans un puits, soit il est avalé par un crocodile, soit il est emporté par une bourrasque. Eh bien, il est toujours là et à la fin, c'est lui qui a eu le dernier mot. Il est resté tenace. C'est le seul personnage qui m'a vaincu. Il m'a vaincu. Et c'est là où j'ai commencé à faire très attention à ne pas perdre mon autorité littéraire sur mon texte et sur mes personnages. Oui, d'accord. Alors, pour tous vos livres et toutes vos histoires, pourquoi tous vos livres et toutes vos histoires sont tragiques? On ressent une peine profonde et un malheur très dérangeant. Pourtant, nous aimons bien. Écoutez, ils ne sont pas tragiques. C'est le monde qui est tragique, ce n'est pas mes livres. C'est la difficulté, ce sont les épreuves, les déconvenues qui chamboulent des existences, qui détruisent des familles, des carrières, des rêves. C'est ça justement qui m'interpelle. Et dans tous mes livres, j'essaie toujours de dire à ceux qui sont dans la détresse qu'il y a pour chacun la chance de s'en sortir. Voilà, j'écris et je raconte des choses dures pour que les gens qui sont dans cette même dureté l'apprivoisent à leur tour
et qu'ils comprennent qu'il y a une issue à tout. D'ailleurs, j'ai écrit, je crois, dans Les anges meurent de nos blessures, seule la mort est définitive. Seule la mort est définitive. Il y a une vie après chaque échec. Et c'est ce que j'essaie de communiquer à mes lecteurs. Il faut qu'ils tiennent la route, il faut qu'ils ressuscitent, il faut qu'il ait la force de se relever quand ils tombent. Parce qu'on ne vit qu'une seule fois et on n'a pas intérêt à gâcher cette existence. Et il faut aller vers ce qui nous émerveille. Moi, je suis triste pour ceux qui n'aiment pas les beautés des choses, ceux qui n'aiment pas le cinéma, qui n'aiment pas les livres, qui n'aiment pas le théâtre, qui n'aiment pas la musique. Je suis outré quand, par exemple, bon, la musique, elle est plus défendable qu'un livre. À la musique, on entend une mélodie merveilleuse. Moi, je l'entends de temps en temps avant de commencer à écrire. J'aime bien aérer mon esprit. Et je vais sur Internet, je choisis une chanson. Et puis, je vois, par exemple, en bas, vu par 5 millions de personnes, il y a 140 000 j'aime et il y a 160 pouces en bas. Je dis, mais c'est pas possible. Comment peut-on ne pas aimer ça? Comment? Il y a des gens qui sont malades. Ils sont dans une sorte de morbidité. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas les secourir. Ils sont insecourables. Il y a dans le Coran cette phrase terrifiante, épouvantable, tragique, qui dit « Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada ». C'est terrible. C'est terrible. Qui sont dans une noirceur telle qu'ils deviennent par eux-mêmes la vallée des ténèbres. C'est-à-dire, même la grâce du Seigneur ne peut pas les atteindre. Toutes les lumières du monde ne peuvent pas les atteindre. Et je suis triste pour eux, parce qu'ils sont en train de passer à côté d'un paradis, en construisant par eux-mêmes l'enfer qui les dévorera. Et c'est triste. Donc, il faut, dans mes livres, j'ai dit aux gens, rêvez. C'est vrai que la vie, elle n'est pas facile. Le monde lui-même, il a été conçu pour être imparfait. Le monde a été conçu pour être imparfait. Et c'est à nous de savoir comment négocier avec ces imperfections-là, comment négocier, mais d'une façon, avec détermination, avec l'adversité et avec tout ce qui nous arrive. Voilà, et à la fin, vous savez, quand on arrive à un certain âge, on n'est plus dans le passé, on est uniquement dans le regret. On est uniquement dans le regret. Et on se dit, mon Dieu, pourquoi j'ai eu peur à tel endroit? Pourquoi je n'ai pas osé à tel endroit? Pourquoi j'ai cru que je n'étais pas capable de me relever à tel moment? Et là, tant qu'on a cette vigueur en nous, tant qu'on a cette énergie est notre salut. Cette énergie est notre force. Elle est notre résilience. Elle est notre rédemption permanente. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Et si je l'ai dit, s'il n'y a pas de bonheur, il faut l'inventer. Oui, tout à fait d'accord. Oui. Alors, encore 2 questions et on aura fini. Alors, l'Olympe des infortunes, livre très lourd, plein de sens, école de la vie. D'où vous est venue l'inspiration? L'amour, la tendresse infinie que j'ai pour les clochards. J'ai pour les clochards une étrange admiration. C'est-à-dire, je vois tout ce qui me manque et je me sens orphelin de ce que je n'ai pas. Eux, ils ont renoncé à tout ce qui pouvait peut-être me rendre, à tout ce qui m'affame, à tout ce qui m'assoiffe. Eux, ils ont cette force quasi cosmique qui fait que d'un seul coup, ils ont renoncé au clinquant illusoire, au chant des sirènes, au beau rivage. Donc, je suis fasciné par ces gens-là et en même temps, je suis triste. C'est ça le paradoxe, c'est que dans cette admiration affligeante, je me pose un tas de questions. Et j'essaie de répondre à ces questions à travers les livres. J'essaie de trouver un sens à ce rejet viscéral, absolu, total du monde. Pourquoi d'un seul coup, plus rien ne berce leur âme, ne fait vibrer leur âme. Et j'étais jeune, j'avais peut-être 15 ans, à Kolia, j'étais à l'école des cadres de Kolia, et il y a eu une rupture avec une amie que j'aimais beaucoup. Une amie que j'adorais, qui m'adorait aussi, mais je ne sais pas pourquoi. Vous savez, c'est ça la vie, il y a des fois où le courant cesse de passer. Et j'étais triste de la perdre, parce qu'elle était mon unique île. Elle était mon unique épave de naufragé. Elle était mon unique rivage enchanteur
J'étais quand même cadet, j'étais privé de toutes les libertés, j'étais enfermé, j'étais dans une caserne, dans un mode carcéral. Voilà, et j'avais cette fille qui m'enchantait, qui me faisait croire que je n'étais pas totalement mort, que j'étais encore vivant. Et puis, d'un seul coup, il y a eu cette rupture et je me sentais seul, comme mon personnage. D'ailleurs, je Oui. crois que tout ça vient de ça, tout le livre vient de là. Et je m'isolais beaucoup et j'allais de Coria à Fouca Marine à pied. Ah, J'étais dans mon petit uniforme et j'allais sous le soleil accablant. Voilà, et c'est sur cette plage que j'ai rencontré pour la première fois de ma vie où j'ai approché pour la première fois de ma vie des des cloches. clochards. Oui. C'est très difficile, hein. Ce sont des gens très méfiants. S'ils ont renoncé au monde, ils ne vont pas accepter un intrus dans leur vie. Mais voilà, de temps en temps, je sortais mon paquet de cigarettes que je montrais bien visiblement. Et je ne sais pas comment j'ai réussi à, à gagner la confiance d'un des leurs. Et cet homme, mon Dieu, quand je pense à cet homme, c'était un militant de la guerre de libération. Ah, C'était quelqu'un qui a été un baroudeur, qui a été un héros. J'ai rencontré plus tard des gens qui l'ont connu. Il a beaucoup travaillé dans le warsonisme. Et puis, il est devenu clochard parce que il m'a dit que tous les sermons ne valent pas que l'on survive. Il est préférable de mourir avec un sermon que de lui survivre. Parce que c'est tellement dur de voir que ce sermon a été trahi. Et il a renoncé à tout. Et vous savez, mhm. déjà, il était quelqu'un de très instruit. Oui. C'était quelqu'un, je crois qu'il était professeur de lycée. Il était dans un lycée. Il enseignait dans un lycée. C'était quelqu'un de très éclairé. Et chaque week-end, j'allais le voir pendant des mois. Pendant des mois. Et un jour, il a disparu. Je ne sais pas s'il a quitté ce monde ou s'il est parti ailleurs. Mais j'ai appris beaucoup de choses auprès de lui. C'est à partir de cet homme que je me suis promis de ne jamais, jamais déprécier quelqu'un, de ne jamais juger quelqu'un. Parce qu'on ne Oui. sait jamais ce qu'il y a derrière un visage qui ne paye pas de mine. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a un génie, peut-être qu'il y a un héros, peut-être qu'il y a un saint. Donc, c'est pour ça que je ne juge jamais quelqu'un. Et je préfère payer, je préfère me tromper plutôt que me tromper sur la personne. Je Oui. préfère Oui. être moi-même victime de ma naïveté qu'être le bourreau de quelqu'un que j'ai déçu. Voilà. Oui. Très, très bien dit, oui. Alors, La dernière, il fait oui, tellement la chaud. dernière. Est-ce que vous regrettez d'avoir fait un parcours militaire? Voilà, Ah, c'est la dernière. non, Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai rencontré, je vais peut-être vous étonner, les plus grands intellectuels que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était des c'était des militaires. militaires. Je le dis, hein. Et Oui, attention, je parle de moi. Je parle de celui qui a fréquenté des prix Nobel, qui a été partout, qui a rencontré des académiciens. Les plus grands intellectuels que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était des officiers algériens. Ça vous étonne, hein? Si c'est ça vous étonnant. étonne, dites-vous que moi aussi je viens de l'armée et regardez ce que je suis. Oui, oui. Je ne regrette rien. J'ai beaucoup appris avec ces gens-là. Donc, absolument aucun regret. Attendez, il y a quelqu'un ma fille vient de m'apporter une question. Je suis un peu comme ces liseurs de dépêches qui se prennent pour des journalistes, voilà, qui se maquillent sur le plateau de télé. Voilà. Pourquoi vous n'écrivez pas sur vos camarades militaires tombés sur les champs d'honneur? Oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question, mais quelle douleur. Quelle douleur. Je vis avec ces gens-là. Il m'arrive encore de rêver de ces gens-là. Peut-être qu'un jour j'écrirai, parce que, voyez-vous, ce que j'ai fait pourrait me faire passer pour un héros. Peut-être parce que je l'ai été, mais c'est pour ça que je ne veux pas parler de ça. Ah, Il y a des gens que plus tard peut-être, mais j'ai perdu des gens que j'admirais. J'ai perdu des gens que j'adorais, voilà, c'est encore trop tôt, la douleur, la blessure est encore fraîche. Hein. oui, Il oui. m'arrive encore de rêver en train de faire des embuscades et d'être, je ne sais pas, c'est terrifiant.
Et une fois, j'étais à Mexico, je sortais du métro et j'ai vu un ami juste en face. Je n'en revenais pas, mais c'était un effet d'optique. C'est pas moi. Ah, Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? Et puis d'un seul coup, j'ai dit, mais c'est pas lui, ça peut pas être lui, parce que ce bonhomme, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort dans un crash d'hélicoptère avec moi. Voilà. Alors, donc, c'est pour ça que c'est vrai, c'est une bonne question. Mais est-ce que j'ai la force de raconter ça? Est-ce que je pourrais rester lucide en raconter ça? Est-ce que mes blessures ne vont pas s'ouvrir ou rouvrir et que je me mette à, je ne sais pas, non, je préfère attendre. Je n'ai pas oui, encore la force de remuer ce passé-là. Je l'ai ouais, écrit, hein. Il ne faut pas oublier que j'ai écrit Aquarelle Lilou et les Agneaux du oui, Seigneur. Ce sont des livres que j'ai écrits sur les lieux du crime. C'est-à-dire, je les ai écrits pendant que je faisais la guerre. Et je parle même dans Aquarelle Lilou de certaines opérations qui se sont véritablement déroulées sur le terrain. oui, Mais mes amis sont tellement chers. Il y a 2 jours, j'ai reçu, par exemple, un mail du fils d'un ami qui est mort, il y a plus de 23 ans ou 24 ans. oui. Et je me suis surpris en train de pleurer. C'est le fils qui m'appelle après 24 ans. Et moi, je me souviens de lui quand il était tout petit, qui jouait avec mon fils et tout. Ça m'a tué. Alors, si si l'appel d'un fils ou de la fille d'un de mes chers disparus me faisait un tel effet, qu'en serait-il d'un livre? Donc, je Ah oui, préfère oui, attendre. Je n'ai pas encore cette force-là. Je suis vraiment oui. désolé. Oui. Alors, je pense qu'on a fini, hein? Voilà, Donc, merci beaucoup. merci à vous, vraiment, merci, merci, C'est merci. C'était moi, c'est moi, c'est un moi. moment de partage Et magnifique et puis voilà. continuez de faire ce que vous faites parce que c'est merveilleux. Et si vous Merci. permettez, avec votre autorisation, je voudrais Oui? saluer un ami, notre mythique libraire Ali Bey, que j'aime beaucoup et qui me donne de ses nouvelles. Et c'est Ah un oui, grand militant du livre et je l'encourage à essayer de conquérir d'autres esprits, d'autres cœurs parce que le livre est peut-être notre salut ou oui, l'outil de oui. notre salut. L'outil, oui, c'est vrai. J'étais Donc, ravi et bravo pour ce que vous faites. merci à vous, c'était un plaisir et Inch'Allah pour une prochaine fois, hein. Au Au revoir. revoir. Au revoir.